I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc pour la deuxième partie de ma wishlist. Alors donc je reprécise, wishlist, évidemment ce sont mes envies livresques. Ce ne sont pas des livres que je possède ni en numérique ni en format papier. Voilà, ça reste une wishlist. Donc elle était déjà assez conséquente. Et comment vous dire que je ne sais pas si un jour j'en viendrai à bout. Alors, donc comme la première vidéo était beaucoup trop longue, j'ai préféré faire une deuxième partie qui arrive donc aujourd'hui. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, on y va, on attaque tout de suite. Alors, donc tout d'abord, j'ai la série 1988 de Benoît Philippe. Donc, c'est un thriller psychologique occulte et ça se joue sur 3 tomes. Donc, vous avez Ce jour où Dieu n'était pas là. Le deuxième, c'est Révélation. Et le troisième, Note pour une démonologie personnelle. Alors, ou Astaroth, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le titre. Pour le moment, ils ne sont pas encore disponibles. Enfin, on ne dirait pas. Alors, donc, ça a l'air vachement intéressant, puisque c'est un thriller occulte. Alors, tout d'abord, pour le tome 1, voilà, je ne vais pas vous raconter pour les autres, on va voir de quoi ça parle. Benoît a 12 ans. Cette année-là, quelque chose se brise, quelque chose qu'on ne nommera jamais, quelque chose qui ne le quittera plus. Avant, il y avait une maison, des murs qui semblaient respirer, un froid impossible, des ombres qui n'appartenaient à personne, un coffre ancien qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Et il y avait sa mère, belle, si belle, mais certains jours son regard changeait, sa voix devenait celle d'une autre. Les médecins parlaient de maladie, d'autres auraient parlé d'autre chose. Puis tout a basculé. 40 ans plus tard, Benoît a construit une vie, une famille, une carrière. Mais certaines portes refusent de rester fermées. Certains souvenirs remontent, certains noms reviennent, murmurés dans le noir. À 50 ans, il décide de gravir le Mont Blanc. Une promesse faite à Michael, son ami d'enfance, le seul à avoir vu lui aussi. Le seul à avoir compris. Mais certaines ascensions ne mènent pas vers le ciel, on monte pour affronter ce qu'on a fui. Ce que Benoît va découvrir là-haut changera tout ce qu'il croyait savoir, sur sa mère, sur Michael, sur ce jour de 1988. Franchement, ça me tente, mais de fou. 249 pages, donc c'est franchement raisonnable. Et donc c'est sur 3 tomes. Bon. Très très tentant tout ça. Ensuite, Le dernier sanglot de Daniel Thierry, 304 pages. Alors, de quoi ça parle? C'est une enquête de la commissaire Edwige Marion. Jimmy Liergue travaille pour la société Clean Total Service, chargée de nettoyer des scènes de crime ou des lieux laissés à l'abandon, envahi d'objets de toutes sortes, entassés pathologiquement par des occupants atteints du syndrome de Diogène. Un matin, il se rend à Blainville, en banlieue parisienne, dans une maison à déblayer. Comme prévu, la bâtisse est dans un état indescriptible, mais c'est l'apprenti de jardin qui va lui réserver un choc. Le spectacle qu'il a sous les yeux résonne en lui avec violence, faisant remonter une vague de souvenirs qu'il croyait enfouis. C'est l'équipe de la commissaire Edwige Marion qui prend les choses en main. Commence une enquête aux multiples ramifications qui amènera Marion à se confronter à l'inimaginable et à faire des choix déterminants et définitifs en tant que flic et en tant qu'être humain. Franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça donne des frissons. Donc, évidemment, ça me tente énormément. Ensuite, 304 pages, en plus, franchement, c'est raisonnable. La Mélodie des Fous de Johan Faure. 244 pages, décidément, là, je marque des points. Que des livres assez petits, on va dire. Qui est Émilie Martin?
pour William, écrivain célèbre, paralysé depuis un tragique accident ayant emporté sa femme et son éditrice, ce n'est que sa nouvelle infirmière. Mais pour l'inspecteur Bernachot, il s'agit d'une mélodie dissonante dans la quête qu'il mène. Au plus noir de la nuit, les langues vont se délier et les vérités se dévoiler. Il ne l'attendait pas, elle avait tout prévu. Un roman rythmé comme une partition de musique dont seul Johann Faure sait battre la mesure. Un huis clos original et inattendu. Bon, là comme ça, bof, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, La sirène qui fume de Benjamin Dierstein. C'est la chronique de Séverine qui m'a fait vraiment envie. Alors, de quoi parle-t-on? Mars 2011. Hanté par son passé et obsédé par l'éthique, le capitaine Gabriel Prigent débarque à la PJ parisienne. Il croise rapidement le lieutenant Christian Kertész, compromis avec des Corses et tourmenté par un amour perdu. En pleine campagne présidentielle, ils font face à une série de meurtres de prostituées mineures qui rapidement les dépassent. Poursuivis par leurs obsessions, Prigent et Kertész vont plonger au cœur de la corruption moderne. Bon, comme ça, franchement, c'est pas top. Mais pour avoir entendu la chronique de Séverine, franchement, c'était bien. Bon, donc voilà, 624 pages, par contre. Personne sur Terre, hein. Non. Personne sur cette terre de Victor je n'arrive jamais à le dire, Del Arbol. Victor Del Arbol, on va y arriver, était présent au Salon du Livre. Alors, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, dans ma ville. Et je n'y suis pas allée parce que déjà, j'avais énormément d'auteurs à voir. Mais franchement, je regrette. Hein, parce que ça a l'air d'être un bon auteur. Voilà. Et voilà, je regrette un peu. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que sur les salons, bon, j'ai hésité. Bon. Alors, de quoi parle ce titre? Personne sur cette terre. Galice, 1975. Un gamin assiste à l'incendie criminel de sa maison et au meurtre de son père. Barcelone, 2005. L'homme qu'il est devenu semble avoir enfreint toutes les règles éthiques et morales qui avaient présidé à son entrée dans la police. Mis sur la touche après avoir plongé un homme d'affaires dans le coma, obstinément muet sur les raisons de son acte et atteint d'une maladie incurable, il revient sur les terres qui l'ont vu naître. Présent et passé s'entremêlent alors, 30 ans de secrets gardés, de serments d'amitié brisés au nom du clan, de corruption et de trafic, au cours desquels des hommes puissants, cachés derrière des masques de loups, abusent d'enfants rêveurs. 30 années, c'est plus de temps qu'il n'en faut pour fabriquer des monstres. 448 pages, bon, je sais pas, à voir. Ensuite, La ferme de François-Xavier Dillard. Ça aussi, c'est Séverine qui en a parlé. Et Séverine, donc c'est qu'as-tu lu? Alors, de quoi ça parle? Ce thriller ne parle pas du futur, il parle de maintenant, de ce que nous acceptons, de ce que nous laissons faire. Un soir de Noël, 2 femmes enceintes arrivent aux urgences, agonisantes. Une seule survie, un seul enfant aussi. 20 ans plus tard, Axel, une jeune femme aux capacités hors normes, voit sa vie basculer lorsqu'elle est accusée du meurtre de ses parents. Alors qu'elle tente de fuir, elle ignore que des regards invisibles sont posés sur elle. À l'autre bout du monde, des écrans s'allument, des données convergent. Les catastrophes climatiques s'accélèrent. Quelque chose se met en mouvement, précis, silencieux, implacable. Des grandes métropoles aux zones les plus opaques du pouvoir mondial, toutes les pistes mènent à la ferme. Un lieu tenu secret qui n'aurait jamais dû exister. Un lieu où l'humanité teste ses propres limites face à l'effondrement du monde. Plus qu'un thriller, La ferme est une prophétie. Aurons-nous encore le temps et le courage de changer les choses? 352 pages. Bon, je sais pas, à voir. Bon, pas dans l'immédiateté, évidemment, hein, vous vous doutez bien. Mais voilà. Bon. Je nous ai attendu si longtemps. C'est un livre que j'ai depuis très très longtemps dans cette wishlist. Un jour peut-être, il va falloir que je me décide.
Il fait que 251 pages, franchement, c'est pas énorme. Tu peux éviter de passer devant la caméra, Tiger, ça m'arrangerait. J'aimerais bien. Et oui, fais le tour, on a de la chance. Alors, de quoi parle ce livre? C'est de Geoffrey Gabriel. Quand retrouver une photo de sa jeunesse s'apparente à ouvrir une boîte de Pandore. Femme, épouse et mère comblée, l'existence d'Emma suit une trajectoire paisible. Pourtant, lors d'un week-end en Normandie, un cliché oublié vient réveiller des souvenirs et faire voler en éclats ses certitudes. Cette photo, c'est le visage de Maxime, son premier amour, affiché en noir et blanc sur un tirage qu'Emma a pris lorsqu'elle avait 18 ans et d'autres rêves pour son avenir. Ce cliché fait ressurgir chez la trentenaire les émotions du passé, un désir profondément enfoui et les regrets des rêves inachevés, suffisamment pour qu'elle cherche à retrouver l'homme qu'elle a aimé. Bon, donc ça fait un petit peu roman d'amour, je sais pas, à voir. Une fin heureuse de Maren Uthaug. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je l'ai dans la wishlist. Comme sa mère, son grand-père et tous ses ancêtres avant lui, Nicolas est croque-mort et adore son métier. Il tient désormais les rênes d'une entreprise familiale prospère. Mais depuis toujours, il est obsédé par des pulsions inavouables. Tandis qu'il emmène ses 2 enfants en voyage, il s'apprête à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Nicolas retrace l'histoire de sa famille, lignée d'excentriques au service des défunts, et se confronte à sa part d'ombre. D'une île perdue au milieu de l'océan Pacifique, à l'actuel Copenhague se dessine une incroyable saga familiale où l'hérédité décide de l'avenir de chacun. Combien de pages? Je serais très étonnée. 432 pages quand même. Hein, bon. Ouais, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Les 2 visages du monde de David Joe et Jean-Yves Côté. Alors, de quoi parle-t-on? Joe raconte les États-Unis comme personne. Après quelques années passées à Atlanta, Toya Gardner, une jeune artiste afro-américaine, revient dans la petite ville des montagnes de Caroline du Nord, d'où sa famille est originaire. Bien décidée à dénoncer l'histoire esclavagiste de la région, elle ne tarde pas à s'y livrer à quelques actions d'éclat qui provoquent de violentes tensions dans la communauté. Au même moment, Ernie, un policier du comté, arrête un mystérieux voyageur qui se révèle être un suprémaciste blanc. Celui-ci a en sa possession un carnet sur lequel figure une liste de noms de notables de la région. Bien décidé à creuser l'affaire, Ernie se heurte à sa hiérarchie. Quelques semaines plus tard, 2 meurtres viennent endeuiller la région. Chacun va alors devoir faire face à des secrets enfouis depuis trop longtemps, à des mensonges qui durent parfois depuis plusieurs générations. Bon, je sais pas trop. Je sais pas d'où j'ai mis ce livre. Hein, mais moi, les histoires de racisme, de politique, j'aime pas trop pourtant. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce livre. Bon, c'est que ça avait dû me plaire. Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez. 400 pages. Un long hurlement, celui d'une foule d'enfants, secoue la planète. Dans les villes, le cri passe à travers les murs, se faufile dans les canalisations, jaillit sous les planchers, court dans les couloirs des tours, où les familles dorment les unes au-dessus des autres. Le cri se répand dans les rues. Un rêve collectif court à la vitesse de la rotation terrestre. Il touche tous les enfants du monde à mesure que la nuit avance. Les nuits de la planète seront désormais marquées par l'apparition de désordres nouveaux, comme si les esprits de la nature tentaient de communiquer avec l'humanité à travers les songes des enfants. Eva a fui son mari et s'est coupée du monde. Dans l'espace sauvage où elle s'est réfugiée avec sa fille Lucie, elle est déterminée à se battre contre ceux qui menacent son enfant durant son sommeil sur une terre qui semble basculer. Comment lutter contre la nuit et les cauchemars d'une fillette. Ça a l'air trop bien. 400 pages, ça a l'air trop bien. C'est que là, on peut imaginer plein de choses sur ce genre de livre. Hein, franchement, pourquoi ces enfants crient, d'où ça vient. Alors, Des souris et des hommes de John Steinbeck, oui, c'est un très vieux livre.
mais ça fait très longtemps que je dis qu'il faut que je le lise, puisque j'ai entendu dire que le livre de Glen Afrique de Karine Giebel avait des ressemblances avec des souris et des hommes. Donc j'avais envie de le lire. Manque de chance, dans le livre que je suis en train de lire, qui est le Romain Bartolas, La police des fleurs, des arbres et des forêts, spoil totalement la fin de ce livre. Voilà. C'est un peu dommage. Bon, j'ai quand même envie de le lire. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Il donne la fin du livre. Voilà, il donne la réponse de la fin du livre. Il dit ce qui se passe. C'est un peu dommage. Bon, mais tant pis. Alors, donc, de quoi ça parle? Lenny et Georges, deux ouvriers agricoles, traversent la Californie et s'arrêtent dans un ranch pour y travailler. Ils n'ont qu'un rêve, réunir assez d'argent pour posséder un jour leur propre ferme. Mais les deux hommes se heurtent à un univers cruel où les rêves se réalisent rarement. À travers ce récit, Steinbeck nous invite à réfléchir sur la solitude humaine et sur le sens de l'amitié. Voilà, bon, après, je pense qu'il n'est pas très très gros. C'est marqué où? 192 pages. Voilà, bon, donc déjà, Georges et Lenny, il me semble que c'est les prénoms des deux personnages principaux dans Glen Afrique. Les deux frères, en plus, s'appellent comme ça, il me semble. Voilà, donc je me suis dit un jour, il va falloir que tu lises pour voir voilà, de quoi ça parle. Ensuite, C'est pour ton bien de Patrick Delperdange. Donc là, on est sur un livre de 336 pages. Mais franchement, hein, il n'y en a pas beaucoup des gros. Hein. Non, l'homme qu'elle a épousé n'est pas celui qui l'a frappé. Ça ne se reproduira plus jamais. C'était juste un moment de folie. Et puis cela recommence. Camille ne reconnaît plus celui avec qui elle vit. Certains secrets restés trop longtemps enfouis sont plus dangereux qu'un poison mortel. Camille va l'apprendre à ses dépens. Ce thriller domestique plonge le lecteur dans un monde trouble où il est impossible de démêler le vrai du faux jusqu'à la résolution finale. Bon, auteur de romans noirs, livres intimistes, dérangeants, voilà. Donc très très intéressant, de 336 pages, donc c'est cool. À sortir quand même rapidement de cette wishlist parce qu'il a l'air très très bien. L'art du meurtre de Christelle Duchamp. Christelle Duchamp aussi, il va falloir que je m'y mette à prendre ses bouquins du début et à lire toute sa biographie. Alors, donc 312 pages, c'est correct. Quand les meurtres de riches collectionneurs sont mis en scène, comme s'il s'agissait d'œuvres d'art, Audrey, jeune lieutenant à la PJ, est convaincue d'avoir affaire à un psychopathe d'un genre nouveau. Très bon accueil pour ce premier thriller de Christelle Duchamp qui nous convie dans le milieu de l'art contemporain à la rencontre de nos pires cauchemars. Le couvent des Pascalines de Axel, non pas du tout, de Alex Sol. Je dois être un peu dyslexique. Alors, de quoi ça parle ? 1871, Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée, très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. Alors qu'elle tombe enceinte hors mariage, ses parents l'envoient au couvent des Pascalines où résident les accoucheuses afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à des couples désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent doit affronter les conséquences financières de mauvaises récoltes d'une épidémie. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saurait arrêter les sœurs dans leur mission de sauver leur couvent, pas même une adolescente curieuse et révoltée du sort que l'on prédestine aux filles dont l'accouchement se complique. Louise en est certaine, les cris qu'elle entend la nuit ne sont pas uniquement dus aux douleurs de l'accouchement. De folles rumeurs courent entre les pensionnaires. Les accoucheuses se soucieraient plus du nombre d'enfants qu'elles pourraient vendre que de la sécurité des mères. Tout a un prix, les secrets aussi. Donc 234 pages, par ma foi, je pense que ça peut faire un bon week-end de lecture, ce bouquin. C'est ça le problème, c'est qu'après, dès qu'on remet le nez dans la palle, dans les wishlists, on a tous envie de les lire.
Ensuite, on en est où? Parce que chaque fois, j'ai la liste qui revient au départ. C'est vachement pratique. Hein. L'appel des ombres de Belinda Bauer et de Marianne Bertrand. Des meurtres sans motif apparent perpétrés contre les plus faibles de la communauté. La petite bourgade de Chipcote, nichée au creux des collines sombres d'Exmoor et coupée du monde par ce mois de janvier impitoyable, est sous le choc. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, et tout étranger est immédiatement repéré. Pourtant, quelqu'un décime sans merci ceux qui ne peuvent se défendre. Le policier Jonas Hawley, chargé de l'enquête, sent la panique l'envahir. Il devrait protéger ses hommes et ses femmes, c'est son job. Seulement les meurtres continuent et le tueur semble le narguer en lui adressant des messages provocateurs et menaçants. Et pendant qu'il chasse cette ombre insaisissable, qui veillera sur Lucie, sa femme, cette victime idéale qui ne peut quitter la maison seule? Chasseur ou proie? Dans un petit village isolé sous un linceul de neige, les frontières s'estompent. Apparemment, il y a un gros twist à la fin. Bon, à voir. 416 pages. Ça commence à se corser. Mais bon, pourquoi pas, ça a l'air pas mal du tout. Fauve de Melissa d'Acosta. Alors moi, les romans d'habitude de Melissa d'Acosta, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que celui-ci m'enjoye beaucoup, ainsi que double... Donc, comment ça s'appelle? Ah mince, la doublura. La doublura. Celui-là aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la wishlist, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Alors, Fauve, donc, ben, vous savez, on en parle. Donc, c'est Tony, donc, qui est une grosse obsession donc, pour les fauves. Il a 17 ans et donc, il décide eh bien, de rejoindre un cirque itinérant pour fuir la violence de son père. Voilà. Donc, il va faire face aux bêtes, aux démons et à ses propres démons. Voilà. Ça va être un petit peu, il va jouer un petit peu, je pense, avec la mort. 484 pages. Voilà. Donc, apparemment, c'est un très beau livre. Donc, voilà. Ensuite, Silo de Hugh Howey, qui est un tome 1. Et vous avez 3 bouquins. Donc, le premier, c'est Silo. Voilà. De quoi parle-t-on? Dans un monde post-apocalyptique, quelques milliers de survivants vivent dans un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo où l'air est toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors. Donc je pense qu'il va y avoir une tension, ça va être vraiment sous tension, je pense, ce bouquin. Bon, là, je n'ai pas trop d'indications, mais il y a... Donc, le premier, c'est Silo, le deuxième, c'est Origine, et le troisième, c'est Génération. Bon, à voir. Pourquoi pas un jour, si j'ai envie de me faire une nouvelle saga. Le visage de la nuit, de Cécile Coulon. Donc, après avoir découvert Cécile Coulon sur le livre, que j'ai déjà mangé le titre, qui parle d'un guérisseur, je ne me rappelle plus le titre, la langue des choses cachées, je crois que ça s'appelle. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc du coup, j'avais envie d'en lire un autre. Donc le visage de la nuit est sorti en janvier, là, cette année. Depuis qu'il a survécu à une fièvre mortelle, personne n'a vu son visage. Chaque nuit, l'enfant quitte le presbytère où il a été recueilli et s'enfonce dans les bois. Sous la lune, la forêt devient son territoire. Cette vie clandestine le protège du regard des autres. Alors qu'il entre dans l'adolescence, une jeune fille apparaît parmi les arbres. Elle ne ressemble en rien aux habitants de ce village perdu, hanté par des haines ancestrales. Mais elle aussi porte un secret et rêve d'échapper à l'avenir qui lui est promis. Bon, pourquoi pas, 275 pages. Ces orages-là, de Sandrine Colette. Là aussi, j'ai commencé quelques livres de sa biographie. Je veux continuer absolument parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Elle me fait énormément penser à la plume de Karine Gable.
un petit peu de Cédric Cyr. Et j'adore. Alors, ces orages-là, c'est une maison petite et laide. Pourtant, en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de pierre dans lequel nagent 4 poissons rouges et demi. 4 et demi parce que le 5e est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri, mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps. Thomas et ses orages. Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie. Alors là, il y a un truc qui m'intéresse, ça me donne vraiment envie de le lire. Un texte foudroyant d'intensité et d'émotion. J'avais des frissons. Ce livre, je sens que je vais m'éclater à le lire. Il est de 2022, je m'en fous. Voilà. Je me tarde. C'est ça le problème quand on met le nez dans les wishlists, comme je vous ai dit. Ah, ben si, je l'ai mis, la doublure de Melissa d'Acosta. Je croyais que la liste était finie, mais pas du tout. Donc, je l'ai mis, la doublure de Melissa d'Acosta. Je ne vais pas redire de quoi ça parle, hein, vous le savez sûrement. Ou j'en parlerai vaguement. Sécher tes larmes. Une enquête d'Emma Fauvel de May Lepage, qui est apparemment son premier livre, qui a fait un buzz phénoménal. Il est des drames qui prennent racine bien plus loin qu'on ne l'imagine. Même victime, même lieu, même mode opératoire. Adèle Jezquel, la fille du commandant de police d'Annemasse, vient d'être enlevée. L'affaire est des plus troublantes. La jeune femme avait déjà disparu 7 ans auparavant dans les mêmes circonstances. Emma Fauvel est enquêtrice à la PJ de Créteil. Elle a fui Annemasse pour oublier son lourd passé et s'était jurée de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et Emma se connaissent depuis l'enfance. Alors, quand en haut lieu on lui demande de diriger l'enquête, Emma accepte de revenir dans sa ville natale, cernée par les Alpes. Quitte à y affronter ses pires cauchemars. Au cœur de cette ville étouffée par la canicule, il se pourrait que leurs destins se croisent. Si la justice est aveugle, cette fois Emma devra lui rendre la vue. Voilà, donc il s'agit de la première enquête d'Emma Fauvel, donc je suppose qu'il va y avoir une suite. 432 pages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La dernière maison avant les bois de Catriona Ward, Pierre Céziner. Bon, bref, vous aurez le nom avec la couverture. Celui-là aussi, ça fait un moment que j'ai dans la wishlist. Une petite fille disparaît. Un homme solitaire et différent est suspecté. Quel secret recèle l'étrange maison de Needless Street? Dans l'impasse de Needless Street, à la lisière des ombres de la forêt, se dresse une maison, isolée, solitaire, à l'image de ses habitants qui vivent à moitié reclus derrière ses murs. Parfois, y résonnent les rires d'une petite fille. Parfois, ce sont les miaulements d'un chat. Parfois, on aperçoit le propriétaire, Ted Bannerman, arpentant le jardin de sa démarche craintive et nerveuse. Dee, qui vient d'aménager dans la maison voisine, est persuadé qu'un terrible secret pèse sur les lieux. Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition d'enfants, 11 ans plus tôt dans les environs? Que se passe-t-il vraiment derrière la porte de la dernière maison de Needless Street? Quelque chose est bien enterré dans la forêt, mais ce n'est pas ce que vous pensez. 496 pages, hein. Donc là, il faut être motivé. Ah, c'est vraiment pénible, ça me remet toujours au début de la liste. C'est fou ça, hein. Ça ne me l'a pas fait la dernière fois ça. Ensuite, la disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware, Héloïse Esquier. Je sais qu'il y a un film. Voilà, ça a été adapté sur Netflix. Donc si je regarde le film avant, je pense que je ne lirai pas le livre. Je verrai. Donc ce livre est sorti déjà il y a un moment. Hein. Il n'est pas récent. 2019. Hein. Être témoin d'un meurtre alors que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Angoissant. Que personne ne vous croit? Terrifiant. Une semaine à bord d'un yacht luxueux a sillonné les eaux du
du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses. Le ciel est clair, la mer est calme et les invités très sélects de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème, personne ne manque à la paix. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame, Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée, ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre dont l'auteur se trouve toujours à bord. Voilà, bon, je sais pas. Si j'ai le temps de regarder le film, si j'y pense, parce que la semaine prochaine, je suis en congé, peut-être que je regarderai plutôt le film et que je ne lirai pas le livre, parce que bon, vous avez vu, compte tenu de la wishlist, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de livres que je ne lirai pas ou vraiment pas de suite. Ensuite, l'instinct de Nicolas Druard, celui-là aussi, ça fait un petit moment. On ne naît pas ogre, on le devient. Un zoo niché dans les Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux. 4 chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, ils sont 7. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Le cri lancinant des oiseaux, l'orage qui vient, cet arbre barrant le seul accès au village, l'imagination qui s'emballe. Car nul ne l'ignore, un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours 2 ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture du parc, rouvert depuis peu. D'ici quelques heures, il n'en restera que 6. Et ce qui devait être une parenthèse hors du temps se transformera en un compte à rebours macabre. Bon, pourquoi pas, c'est une histoire qui a l'air très très originale, donc voilà, pourquoi pas. Les jumelles d'Arrowwood de Laura McHugh. Le décor, une superbe demeure historique, bordant le Mississippi. Le mystère des petites jumelles qui disparaissent en plein jour. Le défi, leur grande sœur partant à leur recherche 17 ans plus tard. Sa conviction, elles sont encore en vie. Voilà, bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose, 288 pages. Je ne sais pas, bon, ça m'avait enjoyé sûrement quand j'avais entendu la chronique, donc pourquoi pas, à voir. Surtout qu'il est assez court quand même, bon. C'est tout ce que j'ai comme info. Le radeau des étoiles de Andrew G. Graff. Alors, moi, il est non, hein. Ouh. Alors, à la manière d'un Tom Sawyer et Huckleberry Finn moderne. Je sais pas comment ça veut dire. Huckleberry Finn, c'était qui ça déjà? Je ne sais pas. Inséparables, Bread et Fish ont 10 ans et passent leur été dans la poussière des champs du Wisconsin. Ils vivraient dans une parfaite insouciance sans la figure violente du père de Bread qui terrorise les garçons. Un jour, au comble du désespoir, Fish décide de protéger son ami. Un coup de revolver et les gamins s'enfuient, se croyant meurtriers. Ils se hâtent de rassembler du matériel, des provisions et s'enfoncent dans l'immense forêt voisine. Construire un radeau, promesse de liberté, les expose immédiatement au danger réel de la traversée. Pendant ce temps, le grand-père de Fish et le shérif se lancent à leur recherche. Chacun devra faire son propre voyage en pleine nature pour affronter ses doutes et secourir les plus vulnérables. 352 pages. C'est peut-être une leçon de vie ce bouquin, c'est pas forcément un vrai thriller, je sais pas. Ouais, je sais pas. À voir, mais ça a l'air sympa. Et là, je crois qu'on arrive au bout. Ça fait déjà plus de 30 minutes que nous sommes encore ensemble. La femme muette de Mathieu Albezeta. Le 17 juin 2013, Stéphane Richard reste à la tête d'Orange. Le Parti socialiste essuie une nouvelle défaite à l'élection partielle de Villeneuve-sur-Lot.
et Louise Andrieux est retrouvée morte à son domicile. Tous ceux dont la vie est ponctuée par la mort des autres encerclent ce qui était, il y a encore une demi-heure, le corps frêle mais vivant d'une coquette dame âgée. Les gendarmes et le médecin de famille, lui aussi alerté par son mari. Mais est-elle morte ce jour de juin 2013 ou un après-midi d'été en 1963 ? Quand d'un côté la haine remplace progressivement l'amour et que de l'autre, l'amour continue de tout pardonner, plongé dans les abîmes d'une vie subie dans laquelle le silence est assourdissant. 200 pages. Donc je pense, voilà, on va parler d'une dame qui va subir toute sa vie des violences, d'après ce que je comprends. Ouais, à voir. Donc je pense que ça va être émouvant, ça va être un peu prenant comme lecture, hein, mais 200 pages, donc je pense que ça vaut le coup d'être lu. L'avant-dernier. Ouvre-moi de Claire McGowan, Nathalie Guillaume. Mais pourquoi il y a un autre prénom, auteur? Ah non, Nathalie Guillaume, c'est la traduction. Voilà. Et l'autrice, c'est Claire McGowan. J'allais dire, mais c'est pas possible. Tous les livres, ils ne sont pas écrits en double. Bref. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se départit pas de l'angoissante sensation d'avoir déjà vu cette maison. Et ce ne sont pas les poupées découvertes dans les murs ni les étranges bocaux enterrés dans le jardin qui atténuent sa terreur. Faut dire que c'est pas commun quand même. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Alors là, par contre, celui-là doit être vraiment du pur thriller psychologique. Hein. Ah, ça doit être vraiment bien. Il est sorti en 2024. Je crois qu'il était beaucoup plus récent, mais non, donc ça fait longtemps que je l'ai aussi dans cette wishlist. Et le dernier, c'est Le Châtiment de Percival Everett. Une série de meurtres brutaux secoue la petite ville de Monet, en Mississippi. Des hommes blancs sont retrouvés atrocement mutilés. Mais ces meurtres recèlent un mystère, car sur chaque scène de crime, on retrouve un second cadavre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Emmett Till, un garçon noir lynché dans la même ville en 1955. Lorsqu'un duo d'enquêteurs tout en second degré est dépêché sur les lieux, il se heurte à une résistance au relents réactionnaire et nauséabond. Dans cette comédie noire audacieuse et provocatrice, Everett a le racisme et les violences policières dans le collimateur et déploie son intrigue à un rythme effréné, ne laissant aucune chance au lecteur de détourner le regard. Ça peut être très intéressant de lire ce livre de 368 pages, ma foi. Ça a l'air original. Je pense la prise de... le texte, voilà, la façon d'écrire. Donc ça peut être très intéressant. Roman noir, pourquoi pas. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie de ma wishlist. Je ne dis pas que d'ici 1 mois, 3 mois, ça va augmenter. Je ne le dis pas, mais c'est sûr. Mais j'espère qu'elle va aussi un petit peu diminuer. Puisque je vais essayer à partir donc, du mois prochain, donc de ce mois-ci, puisque c'est avril, de ce mois-ci, de lire déjà un livre de cette wishlist. Et aussi, donc, mais ça je vous en parlerai peut-être un peu plus sur le prochain vlog, et aussi donc de lire une nouveauté, voilà, un nouveau livre, parce que c'est vrai que je remarque qu'en fait je ne lis aucune nouveauté. C'est extrêmement rare quand je lis rapidement, là, des nouveautés. Je suis toujours sur des anciens livres et très peu sur des nouveaux. Voilà, donc peut-être que ça vous intéressera un petit peu plus aussi si je lis des nouveautés. Voilà, pour vous les prendre un peu à chaud. Voilà, donc ça, on verra ça dans les prochaines lectures. Donc sur ce, merci d'être resté jusque-là pour cette longue vidéo. Je vous souhaite de très très belles lectures et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et vous retrouvez en barre d'infos mon lien vers cette wishlist
voir s'il y a des livres qui vous font envie, si vous voulez avoir le prix, etc. Parce que là, ce coup-ci, je ne vous ai pas donné les prix. Je ne me rappelle pas si la dernière fois je l'avais fait. Mais tout change si vous prenez format Kindle, brochet, poche. Donc bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Voilà, je vous ai déjà à peu près donné pour chacun les pages. Peut-être que j'ai oublié certains. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas, faites un petit tour sur cette wishlist. Et puis, eh bien, n'hésitez pas, donnez-moi vos avis si vous en avez lu certains. Voir voilà, si ça vaut le coup que je puisse en lire ou pas. Voilà, j'attends vos avis. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Bye bye.